Politique publique, la réflexion politique. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de Politique publique, nous recevons M. Jean-Claude Moubenga, le représentant des Amis de Moïse Katumbi. Merci encore une fois, c'est votre frère Jean-Claude Bouchala-Bwamba qui vous parle. Je vous salue de partout où vous êtes, Congolais, Congolaises. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore et de parler de notre pays. C'est vrai que ça fait un temps. Nous avons beaucoup d'actualités à pouvoir partager sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. La fois passée, nous avons eu le feedback de plusieurs personnes qui sont intéressées à la situation de notre pays, qui suivent de plus près la politique de notre pays depuis un certain temps. Et je vous remercie de votre contribution. Vos suggestions et vos remarques sont toujours les bienvenues chez nous. Et nous pensons qu'à la prochaine, nous allons pouvoir améliorer pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous avons en commun, ceux de voir le Congo nouveau, un Congo transformé, un Congo où il fait beau vivre. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la crise congolaise. Les gens sont en train de se poser des questions. Comment nous allons dénouer cette crise? La crise est multidimensionnelle, la crise a atteint des proportions inquiétantes. Et à ce niveau, nous allons circonscrire cette crise-là congolaise à 3 niveaux. Nous allons parler sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. À cela, nous allons sans plus tarder passer sur le plan politique. Nous allons à ce niveau-là éclater cette crise à 2 niveaux. Sur le premier niveau, nous allons parler de la crise comme une crise de leadership. Nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui retrouvé un homme qui incarne les aspirations de la population. Quelqu'un qui peut dire aujourd'hui un mot et la population suit. Quelqu'un qui inspire la confiance. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous avons, sur le plan économique, sur le plan politique, je voulais dire, beaucoup d'acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition. Mais tous ces acteurs politiques n'inspirent pas confiance. La population ne se retrouve pas. Hier, ils étaient avec Mobutu, aujourd'hui ils sont dans l'opposition. Hier, ils étaient avec Mobutu, aujourd'hui ils sont dans la majorité. Nous ne savons pas, est-ce que ces mêmes gens, ils ont changé? Hier, s'ils ont fait avec Mobutu, nous avons reproché Mobutu d'avoir gardé le pouvoir pendant 32 ans avec une dictature de fait. Le pays n'a pas avancé. Est-ce que ces mêmes gens, aujourd'hui, ils ont changé? C'est une question que nous nous posons. Alors, à ce niveau-là, nous nous disons le leadership congolais aujourd'hui n'est pas efficace. C'est pourquoi le pays est en train de tâtonner. Nous ne savons pas est-ce que nous n'avons pas des gens qualifiés? Est-ce que les gens qui prennent le pouvoir, ce sont des gens incompétents? Est-ce que ces gens-là, ils sont mal entourés? Tout ça, ça constitue des questions autour du leadership. Parce qu'il faut le savoir, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Lorsque vous avez une vision de ce que vous voulez atteindre et vous avez les moyens de l'action, c'est facile que vous puissiez atteindre ces objectifs. Mais lorsque le leader déjà n'a pas une vision claire du Congo, ça sera difficile que même s'il a tous les moyens du monde, ça sera difficile que cet homme-là puisse
atteindre les objectifs réels parce qu'en lui, il ne voit pas clairement ce qu'il veut. Par conséquent, il sera guidé par les gens qui sont autour de lui. Si ces gens-là qui sont autour de lui n'ont pas aussi une vision claire, ils vont faire le cercle vicieux. Deuxième chose, nous allons parler des forces politiques qui sont en présence. Nous avons l'opposition, nous avons la majorité. Parlant de l'opposition, nous disons, aujourd'hui, l'opposition qui est au Congo est faible. L'opposition n'a pas la capacité de mobiliser tout le monde dans leur cause. Ce qui veut dire que si cette opposition qui est aujourd'hui au Congo allait aux élections avec la majorité de Kabila, bien sûr, cette opposition-là va être battue. Je voulais justifier cette affirmation par le simple fait que cette opposition n'a ni les moyens, ni les stratégies de conquête de pouvoir, ni encore moins les contacts ou les relations extérieures. Parce qu'il faut le savoir que si vous n'avez pas l'argent, comment vous allez faire la campagne? Le Congo est trop vaste. Il faut des hélicoptères, il faut les moyens matériels, les équipements de campagne, il faut les vélos, les motos, les véhicules. Il faut imprimer les t-shirts, il faut imprimer les affiches. Il faut avoir tous les matériaux électoraux. Mais ça, qui va mobiliser ça? Qui a ça? Quand nous regardons aujourd'hui, nous disons la vérité. Dans l'opposition là, qui a cet argent-là? Mettre comme ça sur la table 10 millions, 20 millions, 30 millions de dollars pour la campagne. Qui a ça? Ça sera difficile. Nous parlons toujours opposition, nous voulons soulever les foules, mais nous n'avons pas l'argent pour faire l'opposition. Ce que l'opposition pouvait faire aujourd'hui, ce serait peut-être faire la pré-campagne comme les Américains le font. Fundraising. Commencer à demander l'argent auprès des partenaires. À cela, je voulais dire, l'opposition que nous avons au Congo n'a même pas de partenaires. Dites-moi, l'opposition au Congo, là, il collabore avec quel président africain? Mais Kabila, derrière lui, il a Zuma de l'Afrique du Sud, il a Mugabe du Zimbabwe, il a Eduardo Santos de l'Angola, il a Kagame du Rwanda, il a Museveni du Burundi. Donc, vous comprenez déjà que ce monsieur-là, il est déjà prêt à tout. Il est soutenu. Sur le plan politique, au niveau de l'Afrique, il a des relations. Au niveau international, n'en parlons pas. Mais notre opposition, nous avons vu même, on a élu le nouveau président au Nigeria. Il pouvait même faire des lettres de félicitations, chercher à s'approcher de ce monsieur-là. Chercher aussi à avoir 2 ou 3 présidents africains qui peuvent être à leur cause. Ils n'ont pas de relations. Ils parlent trop pour rien. C'est pourquoi je l'ai dit, sur le plan de stratégie, ils n'ont aucune stratégie. Ils ne sont pas capables de se mettre ensemble, de sortir un candidat. Ils savent que s'ils prennent, par exemple, Tshisekedi, tous ils acceptent que Tshisekedi c'est notre candidat avec unanimité. Ils mettent le sérieux, ils cherchent l'argent, ils vont gagner les élections. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le faire. Kamer va chercher à être candidat. Tshisekedi va chercher à être candidat. Jean-Pierre Bemba va chercher à être candidat. Mais dans cet ordre-là, ils partent déjà perdants. Si nous tournons du côté de la majorité, une majorité qui a détruit le pays pendant 15 ans, avec des guerres inutiles qui nous ont amenés nulle part. Vous savez, lorsqu'on a fait toutes ces guerres-là, c'est l'économie qui est engagée. Au lieu qu'on puisse payer un papa fonctionnaire un peu décemment, on prend tout cet argent-là, on vous dit non, on va acheter les armes. On va payer les militaires qui sont au front. On va acheter les uniformes des militaires. Et pendant ce temps-là, on crée une confusion à l'est là-bas. Les gens sont déplacés, une insécurité qui ne termine pas.
les mamans sont violées. Mais la majorité doit quand même être quelque part redevable devant la justice. Ces gens-là doivent être poursuivis. Après ce régime ici, on doit juger ces gens-là. Parce que sinon, si l'impunité doit continuer, alors ça ne servira à rien d'appeler ça une république démocratique du Congo. Il faut trouver un autre nom, peut-être une république bananière, où il n'y a pas la loi, où chacun peut faire la loi dans son coin. On a institué la corruption comme mode de vie. Si tu ne corromps pas, tu ne peux pas avoir la promotion. Si tu ne corromps pas, tu ne peux pas avoir un document administratif. Si tu ne corromps pas, tu ne peux pas voyager, même si tu as ton visa et le passeport. Si tu ne corromps pas, bref, le Congo a tourné. Les vices sont devenus des valeurs. Quand quelqu'un a volé, on essaie de trouver des mots, on essaie de justifier cela. Un ministre vole, il détourne. On trouve que c'est normal. Quand le gouvernement est remanié, ce ministre-là continue sa vie normalement. Il n'y a personne qui le poursuit. Il n'y a même pas une plainte qui est déposée au tribunal pour poursuivre ce monsieur-là, afin qu'il retourne tout ce qu'il y a. Parce que c'est le jeu de tout le monde. Le président, il prend, le premier ministre, il prend, les ministres prennent. C'est vraiment une mode. C'est un mode de vie. Donc vous comprenez que cette crise-là, c'est de part et d'autre. C'est vrai que Kabila a ses relations avec les Américains, avec les Africains, ainsi de suite. Mais ces relations-là ne profitent pas aux Congolais. Ça profite seulement à lui et à ses amis. Nous avons vu, nous l'avons dit, nous avons dénoncé son attitude de la fois passée. Nous avons dit, on a tué les Congolais en Afrique du Sud. Le président est resté dans le silence, il ne parle pas. Il nous a déjà habitués à ce genre de comportement. Où il ne parle pas, vous ne savez pas. Il est content, vous ne savez pas. Il n'est pas content, vous ne savez pas. Il est d'accord, vous ne savez pas. Il ne veut pas de ça, ou de toutes les manières, ça ne le concerne pas. Quand il y a une situation à Maluku là-bas, on dit non, on a trouvé des fausses communes. Le président ne se prononce pas. Il ne dit rien. Mais nous sommes dans quel état? Nous voyons dans tous les autres états, quand un Américain est pris en otage, le président Obama passe directement, il fait une déclaration. C'est les intérêts de la France. Vous voyez, le François Hollande passe directement, il menace. Mais chez nous, on brûle même les Congolais. Pour la vie d'un Congolais, le président Kabila, ça ne lui dit rien. Et surtout que l'Afrique du Sud est pleine de combattants. Et il a frotté seulement les mains et dit, ah voilà, je crois que les carottes sont cuites. Je ne sais pas s'il était content. Il a fêté ce soir-là, il a bu le champagne. Il a dit, bon, au fait, ça ne me concerne pas. Non. Si vous êtes garant de la nation, il y a même un Congolais, son chevet est en danger, vous devez vous lever et dire quelque chose. Le contraire, c'est que vous n'êtes pas le président du Congo. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez jamais été le président des Congolais. Parce que tous ces gens-là, ils ont les visas, les passeports du Congo. Donc vous devez changer, vous devez faire quelque chose. Maintenant là, nous sommes dans une situation où on se pose des questions. Kabila va partir en 2016 ou il ne va pas partir? Il ne dit rien, il est là calme. Les médias, même internationaux, se posent la même question. Lambert Mende passe toujours, il dit non. Vous savez cette question, combien de fois le président Kabila va répondre à cette question? Il a déjà dit, il va respecter la Constitution, il va respecter. Non, ça, ce n'est pas la parole de l'Évangile. C'est aussi facile que l'eau à boire. Juste dire non, mes chers compatriotes, aujourd'hui, je voulais fixer l'opinion. En 2016, je ne serai pas candidat président de la République. De ces faits, la majorité dans son ensemble est en train de travailler pour vous présenter un candidat qui sera le ticket
de notre famille politique. C'est trop simple. Un discours comme ça va apaiser les gens. Les gens ne vont pas s'agiter. Vous savez que les gens s'agitent aujourd'hui. Les gens continuent à parler mal contre le régime de Kinshasa parce qu'on soupçonne qu'il y a un complot machiavélique qui est en train de se tisser dans des grands bureaux d'études internationaux quelque part dans le monde. Et nous sommes là pour dénoncer ça. Ce comportement-là ne va pas nous aider. Il faut que le président puisse dire quelque chose. Il faut que le président se tienne debout et qu'il prenne ses responsabilités. Dans le même ordre d'idées, la majorité s'organise pour créer encore une diversion avec l'incursion encore des Rwandais, des Ougandais sur le sol congolais il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix au Congo ou comment? Ils veulent tirer les choses en longueur. Pourquoi? Maintenant, là, ce sont les réfugiés burundais qui entrent sur le sol congolais. Nous allons finir où? Donc c'est pour qu'il y ait des alibis, qu'ils puissent trouver des raisons pour dire, voilà, nous avons encore la guerre, le pays n'est pas encore prêt à pouvoir aller aux élections parce que toute la partie qui est occupée par les étrangers doit être pacifiée. Dans le même temps, on vote une loi instituant les 26 provinces. Il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État, un budget de 8 milliards qui est déjà largement déficitaire, qui est incapable de pouvoir subvenir aux besoins de la nation. On va installer 26 provinces. D'ici 2 mois, on va installer les nouveaux bureaux des gouverneurs des nouvelles provinces. On va construire les bureaux du gouverneur, on va construire la résidence du gouverneur, on va construire les bureaux administratifs. Vraiment, ça, ce sont des rêves, ça sont des histoires, mes chers amis, qu'on se le dise quand même. On doit arrêter avec des aventures comme ça. Le Congo là n'a pas été créé par Dieu pour donner ça aux aventuriers. Chacun vient à son tour, il fait ce qu'il veut et il part. Non, le Congo là appartient quand même à un peuple qui mérite une vie. Est-ce que vous avez suivi ce que Mugabe a dit hier? Il a dit que ce qui se passe en Afrique du Sud doit servir de leçon. Que chaque peuple rentre chez lui, que tous les présidents des pays concernés puissent créer un cadre meilleur pour que tous les peuples puissent vivre chez eux. Voilà pourquoi le premier volet, la crise, nous l'avons dit, sur le plan politique, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que nous allons continuer sur ce sujet-là prochainement. Et sur le plan économique, la crise congolaise, on nous chante à longueur de journée comment le gouvernement a tout fait pour maîtriser les taux d'inflation, comment nous avons le taux de croissance à 8%, comment le cadre macroéconomique de notre pays est maintenant se porte bien, mais sur la vie sociale, nous ne voyons pas ça, nous ne ressentons pas cela. On nous donne beaucoup de théories économiques pour dire non, vous savez, c'est un processus, ça va prendre du temps, mais le fruit de cette croissance-là va être bientôt vécu même dans le social. Non. Vous savez, les produits ou la résultante de cette croissance économique se situe seulement sur l'aspect du boom dans le secteur du mining. C'est dans le secteur du minerai où nous parlons de cette croissance-là. Ce n'est pas une croissance d'une manière globale comme nous le voyons dans d'autres pays. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé avec les minerais.
Vous ne pouvez pas me montrer un pays. La Chine, c'est avec l'agriculture et la manufacture. Les États-Unis, c'est l'agriculture, la technologie et la manufacture. Les autres nations que vous connaissez, c'est dans l'agriculture. Parce qu'en économie, c'est l'agriculture qui est le soubassement de l'économie d'une nation. Nous ne pouvons pas nous féliciter, nous ne pouvons pas faire une fête comme ça devient comme une monnaie d'échange, comme un fonds de commerce avec le Premier ministre Matata Ponyo qui en parle à tout moment avec fierté, avec beaucoup d'arrogance. Non, nous ne pouvons pas saluer cela. Et vous savez, à l'époque de Mobutu, c'est avec 350 millions de dollars que Mobutu gérait le pays. Aujourd'hui, ils ont 8 milliards de dollars. Mais le pays est encore pire qu'avant. Pour que nous puissions dire que cette crise-là, au niveau économique, est dissipée, il faut que celui qui est à Malembankoulou soit en mesure d'envoyer son fils à l'école. Il faut que celui qui est à Aketi, qu'il puisse enseigner à l'école et à la fin du mois, on lui paye son salaire. Il est en mesure d'envoyer sa femme à la maternité convenablement. Mais pour qu'on parle de la croissance économique, il faut que les Congolais puissent ressentir cela dans leur vie quotidienne. Il faut qu'un enseignant qui est à Kamandakadjil puisse recevoir son salaire régulièrement, un salaire décent. Un salaire qui lui permet d'envoyer sa femme à la maternité. Il faut que celui qui est à Kabondo Djanda soit capable de pouvoir aussi envoyer ses enfants à l'école. Il faut que celui qui est à Aketi là-bas soit en mesure d'avoir un pouvoir d'achat qui lui permet d'acheter la nourriture pour toute la famille, de vivre normalement. Il faut que les gens qui sont à Moueka soient en mesure d'acheter un savon, se laver. Non, on ne doit pas nous faire une théorie économique comme si nous sommes des étrangers, nous n'avons jamais été à l'école. Qui dit croissance dit développement. Lorsqu'il y a la croissance, on voit cela dans les comportements sociaux de la population. Nous voyons comment la population est prospère, comment la population commence à se retrouver. Nous ne pouvons pas comprendre que sur le plan de la croissance, nous ne voyons aucun investissement. Les écoles que les Belges ont laissées aujourd'hui sont à l'état de dégradation plus avancé. Les hôpitaux que nous avons hérités de la colonisation sont en train de disparaître. Et les pays, on nous parle de la croissance. Ils n'ont même pas eu la possibilité de maintenir l'infrastructure de base qui était là. Vous savez, quand on est en train de perdre toute cette infrastructure-là, pour reconstruire, ça va nous prendre beaucoup d'argent. Et c'était facile de pouvoir seulement réfectionner, maintenir ce qui existait. Toutes les écoles où nous avons étudié, aujourd'hui, allez voir. C'est en décadence. Aujourd'hui, le gouvernement est incapable de remettre en activité les chemins de fer. L'État est incapable de pouvoir donner un bon budget pour les projets agricoles. Or, tous ces grands politiciens qui sont à Kinshasa, qu'un seul me dise aujourd'hui que son père l'a fait étudier avec l'argent des mines. Son père travaillait à la GECAMINE, son père travaillait à la MIBA, son père travaillait.
Tous ces grands politiciens, leurs parents c'était des agriculteurs. Ils ont étudié, ils sont allés à l'école avec l'argent de l'agriculture. Moi, je me rappelle quand nous étions encore jeunes, il y avait un train qui quittait Lubumbashi vers Ilebo avec les cuivres, que nous appelons en Chiluba Tubanda. Quand ce train-là remontait avec la production agricole. Et tous les milieux ruraux de chez nous là-bas vivaient très bien. Il y avait des routes. Et les gens n'enviaient pas vivre en ville. Chacun était dans son coin en train de faire un petit champ. Et il y avait un véhicule, les véhicules, par exemple, à l'époque, les véhicules de Comcas, les véhicules de NEPA, les véhicules de... c'est quoi encore? Amato Frères et les autres, des grands commerçants, des Portugais et les autres qui étaient installés chez nous, au Kasaï, partout au Congo là-bas. Leurs véhicules allaient prendre le café, allaient prendre le manioc, le maïs, amener en ville. Et quand il y a le train qui arrive, il y a l'échange. Ceux qui viennent avec le train, ils amènent du sel, ils amènent du sucre, ils amènent l'argent, ils achètent ces produits vivriers et ils amènent ça dans des grandes villes comme à Kananga, à Lubumbashi, à Mbujima et partout là-bas. Et la vie était meilleure. Tous les gares, commençant par Ilebo jusqu'à Lubumbashi, dans tous ces petits gares-là, toutes ces communautés rurales-là, vivaient très bien. Ce n'est pas difficile de ramener cette politique agricole. Parce que nous avons un leadership politique qui est nul. Ils ne comprennent même pas comment gérer le pays. Mais c'est très simple. C'est très simple de redémarrer avec cette république-là. Le pays, le Congo peut redémarrer avec seulement l'agriculture. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les mines. Nous avons beaucoup de produits au niveau agricole qui peuvent être exportés aujourd'hui. Parce que si vous faites ces petits projets agricoles dans les milieux ruraux, et vous mettez à côté de ces plantations ou ces champs en hectares, vous mettez à côté là-bas des mini-industries agroalimentaires qui peuvent transformer ces produits de base. Par exemple, les ananas. Mon grand-père avait des champs d'ananas. Mon grand-père a laissé des plantations de café, d'orange. Mais aujourd'hui, le gouvernement que nous avons pouvait ne fût-ce que donner des subsides, des subventions, des dotations à ces plantations-là pour redémarrer parce que les individus n'ont pas les possibilités. C'est l'État qui a les moyens de l'action. C'est l'État qui peut chercher des investisseurs. C'est l'État qui peut investir. C'est l'État qui peut mettre les moyens pour la production. À côté de ces plantations, par exemple, du café, vous mettez une petite usine de transformation de ce café-là. On peut moudre cela et mettre dans des paquets. Voyez, vous créez une main-d'œuvre et nous pouvons exporter cela. Tous ceux qui vont travailler dans cette plantation, tous ceux qui vont travailler dans cette minoterie-là qui va moudre les cafés et mettre ça dans des paquets, ça va aussi résorber la main-d'œuvre. Et nous aurons, l'économie va tourner. Vous allez prendre le jus d'orange. Donc, vous travaillez ça, vous avez le jus d'orange, vous mettez dans des bouteilles, dans des paquets, vous exportez. C'est trop simple. Ces machines-là ne coûtent même pas des millions. Il y en a partout ici dans la diaspora. C'est pourquoi nous demandons aussi à la diaspora qui nous fatigue, qui nous parle toujours de 9 milliards qu'ils envoient au Congo. C'est le moment où la diaspora peut se mettre ensemble, réfléchir comment ils peuvent faire des petits projets qui peuvent amener chez nous là-bas pour que cela puisse être rentable, que cela puisse donner du travail à nos jeunes. Les Nigériens font cela. Ils ont des corporations où ils peuvent aller dans une banque, prendre 10 millions de dollars, amener chez eux, créer des entreprises. Ici, on dit toujours nous avons accès aux ressources. Quel genre de ressources? Quel est le Congolais qui peut aujourd'hui aller dans une banque demander 10 millions de dollars? On lui donne ça facilement.
à part Mutombodi Kembe que nous avons dit la fois passée, à part les autres ici. Les Congolais, c'est vrai que nous avons des petits commerces, nous pouvons envoyer des véhicules, un conteneur au Congo. Cela ne peut pas faire 500 000 $, cela ne peut pas faire 1 million de dollars. Nous avons nos petites boutiques ici qui nous aident à avoir les pondus. Hein, ça fait quand même bien, on se rappelle de chez nous. Mais ça ne peut pas, on ne peut pas aller dans une banque, on n'est même pas crédible. Hein? Les autres peuples, là, les Indiens, ils sont forts ici, ils construisent de grandes maisons. Aujourd'hui, les grandes maisons que nous avons ici, ce sont des maisons des Indiens que nous allons acheter. Parce qu'ils comprennent, ils se mettent ensemble, l'union fait la force, ils prennent l'argent dans la banque, ils construisent même 100, 200 maisons, ils commencent à vendre ça. Et nous, les autres peuples ici, nous allons acheter là-bas. Nous achetons pour les Indiens. Ils ont compris. Les Congolais, nous sommes incapables de nous mettre ensemble, de parler le même langage. On va se chamer, on se met seulement, on commence comme ça. Oh, nana, on président, on va zanani. Oh, ah, mon cher, on a aucun détail. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Moutouaza président, Aza Moulouba. Tous les gens de Bandundu, Baboyi. Tous les gens de l'Est, ils refusent. Tous les gens de Katang, Baboyi. Tous les gens de l'Ouest là-bas, au Bas-Congo, ils refusent. Nanaza président, oh, Bazui Moutouaza Boya Équateur. Ah, bisto Kena, Eloko Anate, mon cher. Eloko Bangala, oh, nous, on n'ira pas là-bas. Le tribalisme a pris du terrain et nous sommes incapables de nous mettre ensemble. On se combat, on se détruit entre nous. Un Congolais fait quelque chose, dans la minute, on a éparpillé, la nouvelle est partout. Et ça fait même plaisir. Les gens en font vraiment un problème. Les gens se retrouvent dans des lieux de deuil, dans les lieux de mariage, au lieu même de parler des livres qu'ils ont lus, au lieu de nous parler des séminaires qu'ils ont suivis, des écoles où ils ont fréquenté ici, il y a même la possibilité d'avoir l'argent et aller à l'école. Les Congolais sont ici, ça fait 20 ans. Ils ne vont pas à l'école. Mes frères, je vous demande d'aller à l'école. C'est vraiment un impératif. Si nous voulons aider notre pays, nous devons nous former aussi. C'est très important. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se former chez nous, nous avons la possibilité ici à l'étranger d'aller à l'école. Je vous en supplie, allez, faites même des petites certifications, même des formations. On ne dit pas d'aller seulement avoir un master, non. Allez faire même des formations, ça va être important chez nous. Donc sur ce plan-là, que la diaspora se prépare à pouvoir descendre au Congo avec des projets concrets, ça va beaucoup nous aider. Et nous sommes prêts à pouvoir nous mettre ensemble. Ceci dit, c'est un sujet aussi très vaste, nous allons l'explorer prochainement. Oui, là je voulais aussi parler sur le plan social pour stigmatiser le rôle de la société civile. Et je voulais dire que notre société civile ne joue pas pleinement son rôle d'éducation civique, ne joue pas son rôle de pouvoir orienter la population vers un patriotisme réel, où les gens doivent savoir leurs droits, ils doivent savoir leurs obligations. Parce qu'il ne faut pas seulement chercher que le pays puisse faire tout pour vous, mais il faut que vous aussi, vous puissiez savoir ce que vous pouvez faire pour le pays. Nous sommes dans un contrat de donnant-donnant. Si la population ne comprend pas qu'il doit se mettre au travail pour transformer ce pays, ça sera difficile qu'il puisse comprendre le rôle qu'il attend que le gouvernement puisse jouer. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est resté dans la danse, dans la musique, dans les distractions inutiles, les choses essentielles. Les gens ne veulent pas faire ça. Tout le monde quitte l'intérieur pour venir vivre dans la capitale. Et dans la capitale, là, il n'y a pas du travail. Il n'y a rien. Il fallait que la société, notre société civile, dans son ensemble, qu'il puisse préparer la population, qu'il puisse travailler à fond pour que nous puissions savoir ce que nous devons faire s'il faut attendre un développement. La transformation ne tombe pas du ciel. Il faut qu'il y ait un travail qui doit être fait. Et ça, on doit parler. Les partis politiques n'ont pas réussi à le faire. Il faut que notre société civile puisse éduquer la masse. Il ne faut pas seulement dire aux gens de s'opposer au gouvernement en face. Mais il faut que la population puisse savoir
que pour s'émanciper, pour aller de l'avant, il faut s'éduquer. Il faut, à ce niveau-là, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un problème sérieux dans notre société. Les jeunes qui ont, il y a plus de 20 ans, plus de 20 ans, nous n'avons plus de bibliothèque au Congo. Les jeunes ne lisent pas. Les jeunes ne connaissent même pas. Bon, cette génération ici, d'à peu près 20 à 25 ans, ils vont passer sans connaître ce que c'est une bibliothèque. Parce qu'ils ne connaissent même pas là où la bibliothèque se trouve. Ils ne sont même pas intéressés. Il n'y en a même pas. Il n'y a même pas de projet dans un avenir proche où on peut mettre quelques bibliothèques pour permettre aux jeunes de s'éduquer. Comment nous allons s'approprier la science? Vous savez que les autres, dans le temps passé, ceux qui ont été appelés comme barbares, aujourd'hui ce sont des nations qui nous colonisent, ce sont des nations qui nous dirigent. Parce qu'il ne faut pas oublier que la civilisation était en Égypte, la civilisation était en Rome, chez les Romains. La civilisation était en grec, en Grèce. La civilisation était avec les Grecs. Les Français, les Allemands, les Anglais et les autres nations là, c'était considéré comme des barbares parce qu'ils ne connaissaient ni la mathématique, ni la science, ni la philosophie. C'est petit à petit que ces nations-là ont commencé à s'approprier la science. Ils se sont appropriés la philosophie. Ils ont développé des théories. Ils ont compris. Ils ont fixé cela. Et ils ont fait cela comme une priorité. Aujourd'hui, personne ne parle. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Ce sont eux qui dirigent le monde. Mais autrefois, c'était considéré comme des gens sans valeur, des gens de bakouya-kouya, des gens sans les bons à rien. Mais comment les Congolais, aujourd'hui, pensent transformer leur société s'il n'y a pas la lecture, si les gens ne lisent pas? Mes frères qui sont dans la diaspora, encore une fois, je vous en prie, quand vous envoyez vos véhicules, vous envoyez vos biens de commerce, il y a beaucoup de livres ici. Il y a même dans certains collèges, dans certains centres, il y a des journées qu'on appelle journées des livres ici. On donne même des livres gratuits. Vous pouvez aller prendre ces livres-là et envoyer chez nous. Donc, nous avons un grand problème. Nos jeunes aujourd'hui ne connaissent pas les bibliothèques. Ceux qui vont même à l'université, qui voient les bibliothèques, ils les voient seulement lorsqu'il faut faire des recherches pour terminer, faire une mémoire ou un TFC. Encore plus, il faut le dire, quand ils vont là-bas, c'est pour faire le plagiat, ce n'est pas pour lire les livres qui sont là-bas. Ils vont prendre les mémoires qui sont déjà là-bas et ils font du copier-coller, ils vont défendre. C'est un grand problème. Nous devons regarder cet aspect-là. Et je voulais terminer par l'Église, qui fait partie de la société civile. Aujourd'hui, les hommes d'Église, ce sont des gens qui attendent que le gouvernement fasse une bonne gouvernance. Non. Et le gouvernement politique et l'Église, ils sont pareils, ils sont les mêmes. Parce que comment vous allez demander à un gouvernement de rendre des comptes si vous, un pasteur, dans votre église, vous ne rendez compte à personne? Les dîmes, les offrandes, les libéralités, les dons, les appels de fonds que vous faites, l'argent, c'est des prophètes, tout l'argent là qu'on donne, ça n'a pas de comptabilité. Il n'y a que Dieu et vous qui connaissez la vérité. On vous voit acheter des maisons, on vous voit acheter des voitures, on vous voit envoyer vos enfants à l'étranger, ce n'est pas mauvais. Mais quand un problème se pose à l'église, même pour acheter un synthétiseur, vous demandez encore que les fidèles puissent donner. Mais il faut quand même que vous puissiez vous gêner. Vous devez gérer l'argent de la communauté. L'argent de l'église, c'est l'argent de la communauté. Ça doit servir pour l'avancement de l'église. Les musiciens qui travaillent là-bas et les autres serviteurs, vous ne les payez même pas. Comment vous demandez qu'un gouvernement puisse payer les fonctionnaires? Parce que vous-même, vous ne donnez pas l'exemple. Parce que vous-même, vous ne rendez pas les comptes de l'argent
qu'on donne à l'église, vous ne faites rien avec ça. Comment vous attendez qu'un gouvernement puisse bien travailler? Ce qu'ils font là, comme ils volent l'argent, c'est comme ça que vous aussi vous comportez. Vous prenez tout l'argent en otage. Quand on vous demande, vous dites, frère, vous voulez me demander quoi? Quand moi j'ai souffert avec cette affaire ici, vous étiez où? Ah, c'est le même comportement que les hommes politiques ont. Je comprends que tous ces hommes politiques ont des églises, c'est-à-dire ils ont pris ces comportements dans l'église. Tous ces ministres, ils ont quand même un pasteur. Comment ils vont être un exemple si leur pasteur ne se comporte pas normalement? Donc vous comprenez qu'à ce niveau-là, nous avons un sérieux problème. L'Église n'a pas joué son rôle d'éducateur. L'Église devait avoir un message de paix, un message de réconciliation, un message où on dit aux fidèles, ne volez pas, ne prenez pas la corruption, ne faites pas le mal, ne péchez pas. Un message qui fait sortir les mauvais de leur chemin vers les meilleurs. Mais nous voyons aujourd'hui les pasteurs qui se comportent comme des monarques. Il y en a qui sont là depuis 30, 40 ans. Chaque fois qu'on veut faire une élection pour l'enlever, ils corrompent. Mais ce ne sont pas des choses que je raconte. Allez voir dans toutes les églises là-bas. Il y a beaucoup de... Les gens s'empoisonnent même pour se maintenir. Le cas du pasteur Lukusa, on l'a empoisonné, c'est l'église. On se bat, on cherche tout à se maintenir. Vous voulez que Kabila parte où? Il cherche aussi à se maintenir. Plus nous avons les églises qui pullulent, plus la moralité et la dépravation de mœurs prend des proportions inquiétantes. Donc nous allons dire que l'église, c'est la cause même de la délinquance dans les comportements des Congolais. Ce déséquilibre social que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de l'église. Regardez ce que l'église catholique fait. Là, quand je parle de l'église, je parle plus des églises comme les églises protestantes, les églises de réveil, les églises évangéliques charismatiques. Mais regardez ce que l'église catholique fait. Même si vous dites non, ces gens-là, ils n'ont pas la vérité. Vous avez la vérité, vous avez le Saint-Esprit. On ne voit même pas les œuvres sociales que vous avez. Nous avons étudié chez les catholiques. Moi, je suis né dans un hôpital catholique. Donc, je vais aujourd'hui vous dire que je suis un produit des catholiques. Parce que j'ai étudié chez les catholiques. Je suis né chez les catholiques, dans leurs hôpitaux. Mais vous, les pentecôtistes et les autres, l'argent, vous prenez seulement pour vous-même. Le pasteur habitait, je ne sais pas, à Kisenso là-bas. L'église était à Kisenso. Il a atteint 1000 membres ou tout ça. Il change de ville. Il va habiter à Gombe. Le pasteur, qu'est-ce qui est arrivé? Oh non, vous savez, notre rang, nous ne pouvons pas encore rester dans des quartiers des inciviques comme ça. Inciviques, quand vous avez souffert, ces gens-là étaient importants. Quand vous avez eu l'argent, aujourd'hui vous êtes bien, vous quittez les quartiers. Non, il faut développer les quartiers où vous étiez. C'est quand même un bon exemple. On va dire, non, notre pasteur, en tout cas, il a construit une belle maison ici. Ça serait un modèle. Beaucoup d'autres jeunes qui vont gagner l'argent ailleurs, ils vont se dire, non, nous allons construire dans notre ville, dans notre cité ou notre quartier. Ça serait comme une référence, ça serait comme une compétition. Ah, le pasteur a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Et cette compétition-là va amener votre cité à se développer. Mais si vous prenez tout, vous allez acheter des maisons à ma campagne, vous allez acheter des maisons à Paris. Mais c'est ce que les politiciens font. Dès qu'ils ont l'argent, ils vont acheter les maisons ailleurs. Ils n'investissent pas au Congo. Ce n'est pas un bon exemple. Les chrétiens disent toujours, oh non, si nous prenons la gestion du Congo, les choses vont changer. Si les justes se multiplient, le pays est en paix et prospère. Non, c'est faux. Je vais vous rappeler une chose. Quand Kabila Père a pris le pouvoir,
Mais son directeur du cabinet, c'était un chrétien. C'était notre ancien de l'église. Beaucoup de conseillers de Kabila, c'était des hommes de Dieu. Nous nous sommes dit, moi j'étais à Lubumbashi à l'époque, on s'est dit, oh, en tout cas on lave les mains, maintenant on a des chrétiens. Je pense que Kabila, père, le musée va avoir un bon gouvernement, les choses vont changer. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu avec ces chrétiens-là? Quelques mois plus tard, ils ont engagé beaucoup d'autres chrétiens pour dire non, il faut que nous soyons nombreux pour que nous puissions transformer les choses à partir de l'intérieur. Est-ce qu'ils ont changé les choses à partir de l'intérieur? Oui, ils se sont seulement fourvoyés avec l'argent. Frère, vous parlez de certaines choses parce que vous n'avez jamais vu l'argent. On vous met seulement là où l'argent passe. Vous oubliez même que le Saint-Esprit existe. Vous oubliez même que prendre la bière, c'est un péché. Vous êtes dans toutes les boîtes là, dans tous les nganda là. On vous trouve partout là-bas. On demande, frère, mais depuis qu'on vous a nommé comme conseiller du chef de l'État, comme directeur du cabinet, vous ne venez plus à l'église. Écoutez comment il commence il parle en bon français, vous savez, avec notre rang, avec les responsabilités que nous avons. Nous n'avons pas assez de temps pour venir à l'église, vous comprenez, pasteur. Nous aimons Dieu, hein, nous sommes avec vous, hein, en esprit nous sommes là. Notre rang ne nous permet pas de venir encore s'asseoir dans les bancs là. Vous voyez? Donc la question du Congo, ce n'est pas une question des chrétiens. C'est une question d'être seulement un homme de bonne moralité, d'une bonne probité morale, et avoir de bonnes institutions, des institutions fortes, quelqu'un qui a un esprit de patriotisme avec une vision claire. Je crois que nous pouvons avancer. Voilà pourquoi je lance un message aux Congolais, de la diaspora aux Congolais de chez nous. Si vous aimez le Congo, parce que tous les Congolais partout où ils sont, ils disent toujours Mboka na biso. Ah, moyen de souter, au changer de sous-souter. Un message négatif, non. Moi, je suis partisan du positivisme. Et l'avenir du Congo, qui est notre plateforme, est là pour vous. Pour essayer de canaliser nos aspirations vers la concrétisation de notre contribution à la transformation du Congo. Nous devons nous asseoir, nous devons réfléchir. Nous avons beaucoup de projets à développer, beaucoup de choses à nous dire. Quels sont les points que nous pouvons mettre en exergue pour que notre pays puisse se développer? Ceux qui combattent partout, ils doivent nous rejoindre. Ils doivent venir vers nous. Ceux qui sont en train de se poumonner pour le Congo, qu'ils viennent, que nous puissions nous mettre ensemble. Il y a un site qui est déjà disponible pour vous. Faites-vous membre. Partout, nous attendons vous voir comme membre. Et beaucoup de stratégies vont être développées. Nous l'avons bien dit, que la crise congolaise, c'est une crise qui est dans la société congolaise, dans son ensemble. Ce n'est pas Kabila seul qui est la cause de la crise. Kabila a sa part de responsabilité dans cette cause, dans cette crise. Mais nous tous, nous sommes concernés. Nous tous, nous devons nous lever. Nous devons analyser à fond. Parce que ça ne sert à rien d'aller aux élections si nous ne comprenons pas ce qui arrive au Congo. Nous risquons d'avoir un autre candidat qui passe demain comme président de la République et nous allons demeurer dans cette crise qui est aujourd'hui. Je crois que ce message est vraiment important. Partagez ce message. Parlons dans nos salons. Méditons ce message. C'est un message d'interpellation. Nous nous interpellons tous en tant que Congolais à nous dire la vérité en face. Qu'on ne puisse pas se voiler la face. Ça ne sert à rien. Si nous voulons guérir le Congo, nous devons prendre la quinine. Et c'est ça la quinine. Des messages comme celui-ci vont nous aider à comprendre bien la question du Congo et les traiter avec objectivité. Encore une fois, je dis et je vous remercie. Nous nous retrouvons à la prochaine fois. Merci.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de Politique publique, la réflexion politique.